Alors j'aimerais commencer par saluer deux formes de vie différentes qui nous accompagnent ici au Moulin. Les hirondelles qui circulent parmi nous comme pour nous rappeler qu'il y a 1000 façons de recouper et d'habiter l'espace, c'est-à-dire qu'il y a sur cette terre d'innombrables mondes qui s'interpénètrent. Et puis cette luciole que j'ai eu le privilège de voir dimanche soir. Et si je tiens à signaler ici son existence à elle, cette luciole, c'est aussi pour rappeler le texte de Pasolini, La disparition des lucioles, dans laquelle la disparition de ces bestioles glorieuses lui sert de métaphore pour celle d'un certain militantisme. Or, nous savons tous qu'au temps de l'Anthropocène, ce ne sont pas seulement des lucioles qui disparaissent, loin de là. Nous savons aussi que pour trouver une réponse tant soit peu adéquate aux exigences de ce temps, il faudra faire face à la question de l'agir collectif, effectif, wirklich, donc au sens de Nietzsche. Il y va donc dans tous les sens, non seulement de la disparition, mais de ce que Georges Didier Huberman, dans cet essai qui répond au texte de Pasolini, appelle la survivance des lucioles, c'est-à-dire de nous tous. Comme l'affirme Didier Huberman, cette survivance devra bien sûr faire l'objet d'une lutte. Bernard disait lundi s'il ne savait pas s'il devait s'agir là d'une lutte à mort. Alors je prendrai le risque de poser ici dès le début, non seulement qu'il devra s'agir, mais qu'il s'agit déjà d'un tel combat dont les victimes ne manquent pas, et que, si les divers rapports à la mort de celle-ci sont bien loin de se limiter, même s'ils ne l'excluent pas complètement, à une attitude résolument héroïque, cela a tout à voir avec le fait que les combats dont il est question sont déjà lancés. Alors c'est dans ce contexte que je poserai ici la question de la capacité d'agir au temps de l'Anthropocène. Question qui s'impose en deux temps. D'abord, qu'est-ce qu'il nous faut comme capacité d'agir pour bien répondre aux exigences de ce temps? Ensuite, comment faut-il comprendre cette capacité par rapport à cette dimension conflictuelle? Pour cerner de plus près ces deux dimensions, je convoquerai deux textes récents qui les abordent directement, à savoir le premier tome de la Société automatique de Stigler et le Face à Gaïa de Bruno Latour. Celui de Latour, comme vous le verrez, me servira surtout de contre-exemple. Toutefois, permettra-t-il d'établir certains aspects essentiels de la problématique. Celui de Stigler fournira par contraste des ressources plus riches, à partir desquelles j'ai l'intention d'extrapoler un portrait de l'acteur de l'Anthropocène comme le combattant qu'il nous faut. Voilà. D'abord donc, Latour. Fidèle à la position développée tout au long de ses travaux, Latour interprète l'Anthropocène comme la disqualification définitive du fantasme moderne, comme il l'appelle, qui avait instauré entre les êtres humains et les autres une brèche métaphysique afin d'assurer à ceux-là une transcendance qui leur permette d'instrumentaliser ceux-ci. Désormais, dit-il, ce clivage entre le royaume des humains, du libre arbitre et de la politique, d'une capacité subjective active, et celui des autres, de la nécessité et de la nature, d'une puissance d'agir appauvrie, mécanique et réactive, ne saura plus avoir cours. C'est-à-dire que la catastrophe écologique qui nous entoure est venue en quelque sorte confirmer les thèses latouriennes élaborées à partir de son anthropologie des sciences, du caractère hybride de tous les acteurs et de l'invalidité d'une distinction sujet-objet qui servirait à ériger ce premier comme seul acteur véritable. Dire que nous nous trouvons face à Gaïa, c'est ainsi une façon d'exprimer non seulement la complexité des rapports entre êtres humains et non-humains de toutes sortes, mais également l'opération de cette complexité au sein de tout agir, selon ce que Latour décrit comme, et là c'est la première citation que vous avez, vous l'avez bien, l'échange des formes d'action par les transactions entre les puissances d'agir d'origine et de formes multiples au sein de la zone métamorphique. La perspective de Latour reprend les multiples versions historiques, juridiques et philosophiques d'une reconnaissance des acteurs comme hybrides ou composites,
Reconnaissance qui n'est possible, dit-il, qu'une fois accomplie l'action dont il est question. Au caractère hybride des acteurs, il faut donc ajouter la temporalité performative selon laquelle il est possible de les décrire. C'est surtout ici qu'on peut constater les origines de cette pensée dans le modelage des actants développé par Latour dans son travail comme anthropologue des sciences, pour qui les compétences des agents, je cite Latour là, pour que les compétences des agents, c'est-à-dire ce qu'ils sont, ne sont définies qu'après leur performance, c'est-à-dire après qu'on est parvenu à enregistrer comment ils se comportent. Tu es ce que tu fais, ou plutôt, vous tous serez ce que vous aurez fait ensemble. On voit ici l'opération du futur antérieur caractéristique du geste performatif. Pour tous les agents, écrit Latour, agir signifie faire venir son existence, sa subsistance, équivoque intéressante quand même par rapport à notre contexte, du futur vers le présent. Ils agissent aussi longtemps qu'ils prennent le risque de combler la brèche de l'existence, ou bien ils disparaissent purement et simplement. Ayant ajouté cette dimension performative, nous pouvons maintenant esquisser donc une description sommaire de la capacité d'agir telle que Latour la pense dans Face à Gaïa. Tout acteur est déjà multiple, un ensemble d'acteurs divers, d'étangs de toutes sortes qui se rencontrent et s'accrochent les uns aux autres dans cette zone métamorphique, qui agissent de concert aussi longtemps qu'ils s'accompagnent, qui reconnus comme 7 acteurs au bout de l'action accomplie, avant de repartir en quête d'autres aventures avec de nouveaux partenaires. S'il y a là le risque évident d'une fuite à l'infini, c'est-à-dire tout acteur est un ensemble d'acteurs, etc., Latour n'a pas à s'en inquiéter, il peut très bien se passer d'une cause première. On pensera plutôt aux atomes d'Épicure, peut-être, eux aussi formateurs de monde de par leurs accrochages fortuits. Mais si les accrochages fortuits donnent parfois naissance à des mondes, à travers ces acteurs composites qu'ils inventent, monde et acteurs vivent également ces autres accrochages que sont le choc, la collision et le conflit qui en résultent. Car la dynamique d'échange mutuel qui règne dans la zone métamorphique ne garantit en rien des rapports amicaux entre les ensembles d'acteurs qui en ressortent. C'est l'évidence même, à l'époque de l'Anthropocène, les mondes de ces ensembles divers entretiennent aussi des rapports d'incompatibilité, voire d'hostilité. Cela n'a rien de nouveau, bien sûr. De tels rapports faisaient toujours partie de ce qu'on appelait la nature, rouge de dents et de griffes, comme l'a décrit Tennyson. Mais voici que cette vérité devient la loi de la géohistoire, au moment même où nous nous rendons compte à nouveau de la profondeur de notre implication là-dedans. Ainsi, le conflit doit-il trouver sa place dans le scénario latourien? Dans Face à Gaïa, il y est déjà par définition. La confrontation en question se caractérisant par les lignes de fracture entre le monde des humains et la Terre, c'est-à-dire les mondes d'autres êtres innombrables. Ce conflit, Latour le nomme carrément la guerre, terme par lequel il entend néanmoins désigner deux antagonismes différents. Le premier, c'est bien sûr celui qui a fait que l'époque actuelle mérite le nom d'Anthropocène, à savoir cette guerre que nous nous rendons compte tardivement d'avoir menée contre ces autres mondes multiples. Latour en appelle à Schmitt pour définir la guerre non pas comme le seul conflit entre adversaires, mais comme un combat d'ennemis sans aucune instance médiatrice, comprenant la définition de l'autre comme l'étranger absolu dont il s'agit de nier l'existence. La disqualification du rêve humain de la nature comme extériorité pure à exploiter et à négliger fait qu'il n'y a plus d'alibi. Nous sommes partout en politique, c'est-à-dire en état de guerre. Cette guerre dans laquelle les humains n'ont pas cessé d'entraîner les autres êtres de toutes sortes, y compris l'infléchissement nouveau des multiples conflits que ceux-ci mènent les uns contre les autres. Gaïa, écrit-il,
peut être définie comme la multiplication des sites dans lesquels des entités radicalement étrangères pratiquent la négation existentielle les unes des autres. La disparition du fantasme de la nature jouerait pourtant un rôle plutôt bénéfique pour Latour. S'il n'y a plus d'état de nature pour nous servir d'alibi, les affrontements à l'œuvre devront enfin se déclarer ouvertement. Les impératifs de ce nouveau régime sont donc les suivants: désignez vos ennemis et délimitez le territoire que vous êtes prêts à défendre. On se repose la question, écrit Latour, on se repose la question politique en termes de vie et de mort. Qu'est-ce que je suis prêt à défendre? Qui suis-je prêt à sacrifier? Ainsi deviendrait-il enfin possible, par la guerre ouvertement déclarée, de passer d'un régime biopolitique de contrôle policier à un affrontement plus égal qui ferait comprendre aux êtres humains qui sont eux aussi mis en cause par les exigences plus ou moins légitimes de ces autres êtres avec lesquels ils se découvrent de nouveau enchevêtrés. Mais ce n'est là que le premier sens de la guerre anthropocénique telle que l'a décrit Latour. Car ces êtres humains sont également en guerre les uns contre les autres, ceux que Latour appelle les climato-négationnistes d'une part, et de l'autre, ceux qui se battent pour que soit prise au sérieux la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons avec tant d'autres États. Ainsi, la franchise de la division doit-elle s'étendre vers les rapports intra-humains? Cette extension du combat ne change aucunement les impératifs à l'œuvre. Ici encore, il s'agit de déclarations ouvertes de ses buts et de ses solidarités. Dites-nous plutôt qui vous êtes, qui sont vos amis et vos ennemis, qui vous êtes prêts à sacrifier à votre bonheur, quels étrangers peuvent vous mettre dans une situation telle que votre existence sera niée. Dans ce contexte pourtant, nous savons déjà quelque chose des réponses probables. Car comme Latour l'écrit dans un texte voisin en anglais, nos ennemis humains savent très bien ce qui est ici en jeu, sont de longue date rompus aux stratagèmes de possession et de défense de territoire. Ils sont depuis longtemps sur le pied de guerre au sens propre du terme. La vision latourienne de l'Anthropocène serait donc la suivante: des acteurs hybrides formés par le partage de leur puissance d'agir dans les échanges de la zone métamorphique, mais dont certains nient ce caractère hybride, c'est-à-dire ceux qui s'appellent les humains, se trouvent en guerre les uns contre les autres de diverses manières, ces guerres ayant été déclenchées par une humanité qui ne s'en rend que tardivement compte. Et il s'agit bien de guerre. Latour insiste là-dessus, comme nous l'avons vu. Toutefois, son usage du langage de la guerre peut-il laisser perplexe? Lorsque Latour invoque Schmitt pour insister sur la disparition de la nature comme alibi, et par conséquent sur le fait que nous sommes en politique, en guerre, partout, il qualifie cette proposition comme suit: « Cela ne signifie pas que nous allons forcément nous battre, mais que le dôme de la nature a disparu. » Se trouver en état de guerre ne voudrait donc pas dire forcément devoir se battre. La guerre, chez Latour, c'est bien une drôle de guerre, qui n'oblige pas à se battre, ou bien qui s'évanouit en un clin d'œil. S'il faudrait, selon Latour, accepter de passer d'un régime de paix apparente à un régime de paix possible, entre les deux, dit-il, c'est vrai, inutile de se le cacher, il faut accepter de parler de guerre. Entre deux régimes de paix, donc, ce n'est même pas la guerre la plus éphémère qui soit, mais plutôt parler de guerre qu'il faut accepter. Entre deux régimes de paix, un régime de discours. Et en effet, lorsque Latour nous présente ce qu'il appelle la guerre, il n'en décrit que les déclarations. Dites-nous plutôt qui vous êtes, etc. Tout le bien qu'il trouve à l'état de guerre, c'est qu'il est possible pour chacun des partis en guerre d'être explicite sur ses buts de guerre, c'est-à-dire un bien de négociateur. Dans les termes du Protagoras, on pourrait dire que Latour passe tout de suite
de l'évocation de l'Éris, la lutte, à l'arrivée de Hermès, apprentissage de la paix par la voie de la justice, passant effectivement sous silence le moment du polémos, de la guerre en tant qu'elle ne se limite pas à la seule polémique. Tout cela n'a rien de surprenant. L'apport de Latour, l'accent qu'il a su mettre sur la qualité hybride d'une capacité d'agir partagée entre des États de toutes sortes, l'a toujours mené à minimiser, voire à effacer, la dimension de combat violent qu'il situe pourtant sur la gamme de la négociation. Le long de son œuvre, la violence politique ne figure que sous les formes excessives de la révolution et de la terreur. De ce que toute action ne saurait être autre qu'une négociation seulement locale au milieu d'un champ d'acteurs composite aux puissances d'agir partagées, Latour conclut qu'aucune action décisive n'est possible sans s'ériger fantasmatiquement et désastreusement en exception aussi bien métaphysique qu'historique. Contre le mode combatif, guerrier et même révolutionnaire, Latour nous recommande la sagesse du politicien, faite non pas de batailles sanglantes, mais de compromis patiemment négociés. Alors l'analyse de Latour du rapport entre le fantasme dominateur des êtres humains par rapport à ce qu'ils appellent la nature et les désastres de l'Anthropocène est d'une force considérable. Elle reprend, en l'élargissant, la thèse d'Adorno et de Horkheimer sur la raison instrumentalisante, en y ajoutant cette version, à mon sens incontournable, du caractère hybride de toute capacité d'agir comme partagée entre des États de toutes sortes. Latour a aussi tout à fait raison quant à la nécessité absolue de toutes sortes de négociations seulement locales, d'accords entre technocrates, de compromis patients. Pourtant, on n'est pas obligé d'abandonner pour cette raison la possibilité d'actions politiques décisives, tranchantes et même violemment agonistiques. Car les guerres anthropocéniques sont là. Et nous sommes on ne peut plus loin du moment des négociations. Comme illustration de cela, je voudrais vous montrer cette image qu'on trouve dans le livre d'Eyal Weizmann et de Fazal Sheikh, The Conflict Shoreline, et qui montre, comme l'a souligné Naomi Klein dans le commentaire qu'elle lui a consacré, la coïncidence des combats géopolitiques et anthropocéniques. Les deux lignes rouges que vous voyez là représentent les bords nord et sud de ce qu'on appelle la zone d'aridité, où il est donc question notamment de l'accès à cette ressource aujourd'hui anthropocénique qu'est l'eau. Les boutons rouges indiquent les sites ayant reçu le plus grand nombre de frappes de drones, où il est donc question notamment du rapport entre le pouvoir géopolitique et l'accès à ces ressources originairement anthropocéniques que sont les ressources pétrolières. Comme vous le voyez donc, mais comme nous le savons tous, nous nous battons déjà. Ce qu'il nous faut par conséquent, c'est une manière de penser la capacité d'agir comme en quelque sorte distribuée pour rompre avec la mégalomanie humaine, ici visible dans le rapport d'exploitation uniquement instrumentalisante qui caractérise nos politiques énergétiques dominantes, mais qui préserve la possibilité d'intervention politique décisive. C'est ce que je vais maintenant explorer en m'appuyant sur certains aspects de la pensée de Bernard Stiegler. Sans doute, Stiegler et Latour ont-ils beaucoup en commun. Pour commencer, on peut remarquer que chacun propose un modèle de la capacité d'agir selon lequel cette capacité se voit constituée à travers des facteurs hétérogènes. Chez Stiegler, c'est surtout le processus d'individuation psychique collectif et technique qui compte ici, au cours duquel l'individu psychique et social se cristallise à partir d'un milieu pré-individuel qui, par définition, le précède et le dépasse, et se trouve en relation constituante à des formes techniques, elles aussi individuées à travers ce processus. La capacité d'agir d'un tel individu est ainsi formée selon un processus d'hétéronomie irréductible
est distribué par définition à travers des sites multiples, corporels, sociaux, techniques, etc. À la différence de Latour, pourtant, Stigler insistera sur la capacité d'autonomie morale et cognitive de cet acteur, qu'il reliera à la conscience et au libre arbitre. Ce qui fait toute la différence ici, c'est un tout autre rapport au temps. Les transformations mutuelles des acteurs hybrides latouriens sont des processus horizontaux et continus, des échanges latéraux dont la temporalité est celle du flux ininterrompu. Rien n'aura eu lieu, même pas le lieu. La loi du temps étant celle du changement continu, rien d'imprévisible ne saura arriver. La temporalité selon laquelle se constitue la capacité d'agir distribuée telle que la comprend Stigler prend au contraire une forme interruptive dans laquelle la verticalité diachronique, comme Bernard le disait hier, vient couper l'horizontalité synchronique. La pensée de l'individuation comporte certes sa dimension de fluctuation dans le rythme des systoles-diastoles qui établissent les phases d'individuation et de désindividuation. Mais il s'agit justement de phases, de périodes qui se succèdent et que séparent des seuils de transformation ponctuels, d'un processus donc, mais qui se déroule à travers ce que Stigler appelle des sauts intermittents, selon un rythme qu'on pourrait qualifier par une tournure blanchotienne comme le pas de rupture. S'il est donc bien question de métamorphose, celle-ci se réalise non par des échanges, mais à travers des coupures. Le devenir autre de l'individuation ne résulte pas du tissage horizontal d'un réseau, mais d'un saut vertical, saut quantique, dira Stigler, ou bien bifurcation négantropique dans un état nouveau. Tout change, mais ce changement n'est pas continu, il est intermittent. Contre le refus de la rupture que nous avons trouvé chez Latour, et qui le rend incapable de penser l'affrontement combatif, voici la rupture comme condition de l'existence de l'acteur. Mais les ruptures ne sont pas forcément bénéfiques. Encore faut-il les intérioriser de sorte à en faire l'origine rétrospective de possibilités curatives. Entre les seuils de transformation, la version stiglérienne de l'individuation introduit donc cet autre moment fondamental qui est l'intériorisation de l'état nouveau. Dans la triple individuation psychique, collective et technique, c'est le moment du double redoublement épocal, à savoir l'assomption capacitante d'un changement de régime technique qui, jusqu'alors, n'avait produit que son choc dans la constitution de l'acteur, c'est celui de la quasi-cause. L'agent cristallin prend acte de son émergence contingente pour assumer après coup, de manière performative, la nécessité de sa constitution hétéronome. Là où Latour déploie la dimension performative pour exclure tout appel à la volonté, chez Stigler, la description du geste performatif par lequel l'agent émerge comme tel ouvre à la volonté. Dans une situation d'hétéronomie constitutive, il se produit alors un moment d'intériorisation volontaire. Je cite Stigler, « Nous ne faisons cette forme de vie effectivement nôtre qu'en y inscrivant de nouveaux circuits de transindividuation par des bifurcations par où nous devenons les quasi-causes de cette nécessité. » Et il n'est peut-être pas interdit de faire le rapprochement entre ces bifurcations, elles aussi, et les atomes épicuriens, fondateurs de monde de par leur déviation. Or, voici des acteurs singuliers, exceptionnels, constitutivement hétéronomes, qui, sans prétendre dépasser aucun autre être, se munissent d'une capacité de projection d'avenir et d'action décisive au sein d'un rythme de discontinuité et de rupture. Je cite encore Stigler, une singularité néganthropologique est une bifurcation néganthropique dans le devenir anthropique dont elle devient la quasi-cause et en cela le point origine par cette improbable singularité qu'elle y instaure et d'où se propage par intermittence et de proche en proche un processus d'individuation. Comme chez Latour donc,
Être acteur ici n'a rien à voir avec la causalité. Mais la très grande différence de la tour, pourtant, cela a tout à voir avec la quasi-causalité. Car c'est ainsi que la production performative de la volonté comme intériorisation d'une hétéronomie constitutive peut donner naissance, parfois, par intermittence, à la volonté de volonté. Les acteurs ainsi constitués n'ont par ailleurs aucune raison pour craindre la rupture historique comme porteuse de terreur. Nés d'un saut transformateur exceptionnel au sein d'un processus de coupures intermittentes, ils en connaissent très bien les possibilités explosives, sachant pourtant que la rupture se laisse parfois intérioriser de manière curative. Ils peuvent envisager le conflit comme partie intégrale de ce temps et de cette terre réelle. C'est d'ailleurs aussi pour la possibilité d'une rupture, d'une bifurcation néganthropique qu'il faut lutter pour aller plus loin que notre contexte géohistorique qui supprime activement, dit Stigler, tout moment épocal, facteur de bifurcation, de transgression aussi bien, d'individuation, c'est-à-dire de saut quantique. Ainsi, Stigler élabore-t-il une temporalité historique faite de ruptures intermittentes, de leur intériorisation comme ouverture d'un temps nouveau et, par là, de la cultivation de leurs possibilités mêmes. Les percées, écrit Stigler, ne sont possibles qu'à la condition de laisser l'improbabilité de leur avènement advenir depuis ces intermittences improgrammables, même si leurs conditions les plus favorables peuvent et doivent être entretenues et cultivées. Il serait par conséquent question d'une écologie historique et pharmacologique processuelle des moments transformateurs exceptionnels qui, au lieu de s'en méfier globalement comme des désastres sanglants, permettraient de comprendre et les poisons et les remèdes qu'elles offrent à la Terre et à ses habitants de toutes sortes. Mettant l'accent sur la dimension collective de l'individuation, on peut dire que, grâce au double redoublement épocal, des acteurs historiques se cristallisent à partir d'un bouleversement technique, acteurs qui, à condition de s'assumer comme tels, seront peut-être en mesure de promouvoir des tendances elles-mêmes bénéfiquement bouleversantes. Si la tour se rend incapable de penser l'Anthropocène comme capitalocène, voici que Stigler nous aide à en mesurer toute l'ampleur historique. L'activité des êtres à peu près humains, qui serait devenue la force géophysique dominante à l'échelle planétaire, c'est bien la toxicité systémique de notre régime industriel, économique, technologique, social et psychique, toxicité qu'a produite une absence de double redoublement épocal, c'est-à-dire des ruptures que nous n'avons pas su intérioriser de manière curative. Contre ce qu'on veut nous faire avaler comme l'intemporalité et donc l'inévitabilité d'une hégémonie néolibérale bien réelle, il devient ainsi possible d'affirmer la possibilité d'une nouvelle époque du soin qui romprait avec cette époque de l'absence d'époque, selon ce mot que Stigler emprunte à Blanchot. Encore faudra-t-il qu'une telle époque du soin, et donc qu'une telle rupture, fasse l'objet d'une lutte qui sache en cultiver la possibilité. Chez Stigler, il est par conséquent beaucoup question de combat, de la guerre économique globale, de la bataille pour l'intelligence, de la lutte politique et épistémique, des armes qu'il faut fourbir. Les négociations et les compromis, si essentiels soient-ils, ne suffiront pas. Il faudra aussi un changement économique et politique majeur, des décisions macropolitiques interventionnistes venant au bout de conflits férocement et parfois physiquement antagonistiques. Et c'est à partir de Stigler qu'il est possible de penser une capacité d'agir constitutivement hétéronome qui soit à la hauteur de ces exigences, qui saura livrer le combat qu'il faudra pour une nouvelle hégémonie organologique et pharmacologique,
en passant par cette conjonction du savoir et du pouvoir qu'est l'individuation psychique et collective, dans laquelle peut se former un savoir exceptionnel et, par là, un pouvoir effectif. Effectif car sachant faire corps, et il faudra des corps combatifs de toutes sortes. Des militants néganthropocéniques actuels et à venir, scientifiques, technocrates, politiciens négociateurs, réfugiés se brûlant le bout des doigts pour échapper au contrôle biopolicier, philosophes, militants de la rue, de la terre et des océans, de la médecine et du soin, de la pédagogie, de l'informatique et du droit, et j'en passe, évidemment, à condition de pratiquer la lutte comme la possibilité d'une nouvelle composition du savoir et du pouvoir. Nos ennemis, y compris les ennemis que nous sommes à nous-mêmes, ne lâcheront pas leurs avantages stratégiques, ce qu'ils pensent être leurs avantages stratégiques, par quelque accès de bonne volonté, ni même seulement parce que nous les aurions persuadés. Ils s'y accrochent par tous les moyens, y compris ces guerres qu'ils mènent déjà. Il ne s'agit pas qu'on aille pouvoir faire la guerre. Cela ne saurait mener qu'à cette résolution héroïque en face de la mort et à sa relève en martyr et, par là, à la justification continue de tous les meurtres. Il s'agit au contraire du fait de nous trouver déjà en guerre et donc de la promotion de tendances mortifères ou vivaces à l'intérieur de ce champ de combat. Là où il y va de combat physique, et je répète, il en est déjà question, il s'agit de mener ce combat comme une conjonction savoir-pouvoir susceptible de donner lieu à des déviations nouvelles. C'est toute une gamme combative qu'il nous faut, et dans ce contexte, il est à mon sens précieux que la pensée néganthropocénique de Stigler nous ait fourni la possibilité de comprendre la capacité d'agir de manière à intégrer aussi bien cette hétéronomie constitutive qui rompt définitivement avec toute mégalomanie humaine que l'action interruptive et décisive. Face à l'Anthropocène, tout le travail d'intériorisation de nos chocs constitutifs reste devant nous. S'il ne faut pas exagérer le degré de conflit qu'apportera ce travail, il ne faut pas non plus le minimiser. Saluons donc, pour finir, la gamme des combats des militants néganthropocéniques. S'il doit y avoir un avenir, ce sont eux qui l'auront délivré. Je vous remercie.